Et c'est donc une semaine éprouvante qui s'achève sur les plans économiques, diplomatiques, géopolitiques. C'est le forum économique de Davos justement qui a été l'épicentre de tout ça. Vous le suivez bien sûr avec nous sur BFM Business RMC Live depuis lundi et Laure Closier et Nathan Cocampo qui sont sur place pour BFM Business. Bonjour Alexis Karklins-Marchais. Bonjour Armand. Merci d'être avec nous, directeur général délégué Date Advisory, pour revenir un peu sur tous ces sujets et les enjeux qui sont derrière. Annalisa Capellini nous a rejoint pour revenir ensemble sur cette longue séquence. Ce qu'on peut dire, c'est que pour Donald Trump, c'est une semaine d'anniversaire dont on se souviendra. Alexis Karklins, le président américain qui fêtait 1 an de retour à la Maison-Blanche. Là. Vous l'avez dit, Erwan, c'est assez éprouvant. La semaine fut éprouvante. Ce début d'année est assez éreintant. On est le 23 janvier. On a l'impression qu'on est beaucoup plus tard dans l'année si on suit l'activité économique et politique. C'est pas toujours facile de suivre ce que dit le président américain. Surtout qu'il a en plus des absences. On l'a vu dans son discours, confondant par exemple l'Islande, le Groenland. Bon, c'est pas très loin. La fois. Mais voilà. Quand on regarde l'actualité, la grande question, c'est sur évidemment cette diplomatie économique américaine. On essaye de la rationaliser, on essaye de comprendre ce qui se passe. Ça va tellement vite. Et on perçoit quand même que Washington met en œuvre une approche, alors qu'on a qualifié de diplomatie transactionnelle. Concrètement, on fait des deals, on fait des transactions au service des intérêts économiques américains. La diplomatie, c'est bien un outil de puissance. C'est pas nouveau. Ce n'est même pas nouveau aux États-Unis. On se rappelle déjà Barack Obama, qui avait plutôt une bonne image internationale, il était déjà dans l'affirmation d'une logique de puissance. Ce que l'on voit quand même depuis 1 an, et vous l'avez dit, ça fait déjà 1 an, c'est long cette année, il se passe beaucoup de choses. On a un changement de fond et on a un changement de méthode dans la diplomatie américaine. Alors sur le fond, on le sait, sur le fond, c'est une diplomatie qui déteste le multilatéralisme, qui renie le libre-échange, qui se fiche des alliés historiques, qui se montre très péremptoire, qui donne beaucoup de leçons. Ça avait commencé à Munich avec le discours du vice-président Jill Evans, et qui n'a, et ça c'est intéressant, que faire du soft power américain. C'est l'image de l'Amérique. Franchement, on a l'impression qu'il s'en fiche complètement. Mais peut-être le plus important, c'est ce que l'on voit depuis 1 an, c'est le changement de méthode. La méthode, elle tourne autour de 3 composantes. Des provocations, avec parfois des mensonges, des menaces et une pression médiatique. Oui, la différence, c'est que c'est devenu très violent, en fait. Alors voilà. C'est ça, parce que dans le fond, ça a toujours, comme vous le disiez, Alexis Karklins, été une économie, une politique transactionnelle. Et puis, d'autant plus que Donald Trump, c'est un businessman, et ça le restera pour toujours. Voilà. Mais un livre, L'art du deal. Voilà, mais il y a la manière de faire, qui est radicalement différente de ce que faisait Obama, par exemple. C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on prend cette trilogie provocation, menace, médiatisation à outrance, pression médiatique, on le voit sur chacun des sujets. Vous pourrez prendre l'Ukraine, Gaza, la Chine et maintenant le Groenland, on va toujours retrouver cette trilogie. Regardez l'exemple du Groenland, pour être très concret, c'est vraiment très frais. On commence par des provocations. Le Groenland n'appartient pas au Danemark, le Danemark n'a été capable de mettre que des chiens de traîneau. Voilà. Ensuite, on met de la menace militaire. On se réserve toutes les options, tous les scénarios sont sur la table, on va envahir le Groenland. Et puis ça finit par une pression médiatique avec des postes en lettres bâton du président américain et toute l'administration américaine qui va derrière. Vous avez le relais des différents responsables économiques et politiques qui viennent reprendre le message et qui saturent l'espace médiatique. Mais combien de temps ça peut fonctionner, ça ? Parce qu'à un moment donné, quand même, on a compris. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il a vraisemblablement compris cette semaine à Davos en disant « Je ne vais pas aller voir Donald Trump, je ne vais pas changer mon agenda et on ne va pas réagir et on va attendre que ça se calme. » Davos, c'est un révélateur du fait qu'il y a une prise de conscience de ce changement d'époque. On a parlé du discours du président français. Il y a eu d'autres discours qui étaient excellents, qui étaient profonds. Je pense notamment au discours du Premier ministre canadien, qui a provoqué une standing ovation. C'est rare à Davos d'avoir des standing ovations. Et Mark Carney, donc le Premier ministre canadien, a rappelé qu'il était possible pour des puissances moyennes de résister à cette pression des grandes puissances, notamment sous l'angle de la diplomatie économique, et insistant sur le fait qu'il fallait d'abord fidèle à ses valeurs, mais aussi être lucide sur ce monde qui changeait. Le discours du chancelier allemand, excellent aussi, qui rappelle qu'aujourd'hui, les difficultés de l'Europe, ça n'est pas les États-Unis ou l'Amérique, c'est d'abord et avant tout une question il a dit, c'est la faute des formulaires
et la faute de toutes nos normes et de notre bureaucratie. Mark Carney, le Premier ministre canadien, qui d'ailleurs n'est plus le bienvenu dans le conseil de paix de Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez vu ça ce matin, mais Donald Trump a retiré son invitation. Ouais. Annalisa. En tout cas, Alexis, il y a un exemple parfait de cette nouvelle diplomatie de la transaction. Ce sont les droits de douane que Donald Trump utilise absolument dans tous les dossiers. C'est assez fascinant, effectivement. Rappelez-vous, avril dernier, d'ailleurs c'est qualifié, les États-Unis l'appellent le Liberation Day, le jour de la libération. Bon, on l'a vu devant les caméras du monde entier, toujours la même chose, hein. Provocation, menace, pression médiatique. Et on l'a vu quand il avait annoncé ses tarifs douaniers, pays par pays, même parfois l'appliquant à des territoires où il n'y a même pas d'habitants. Hein. Donc on comprenait bien que c'était un élément de pression et non pas des calculs très, très scientifiques. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Chine. Le tarif douanier comme levier, on l'a vu avec ce discours très simple de l'Amérique. Je veux tes terres rares et je veux que tu importes mes produits agricoles. Alors, s'il te plaît, vraiment, fais-le parce que sinon, je vais te mettre des tarifs douaniers qui vont être prohibitifs. En fait, Washington a parfaitement conscience du fait que beaucoup d'entreprises mondiales ont besoin d'exporter vers le marché américain, qui reste évidemment un marché très important. Donc, le consommateur américain. Quand même un retour à la raison à chaque fois. Il y a un retour à la raison, de toute évidence. Mais parfois, toutefois, je vais quand même dire, il y a quand même des exagérations, on le voit, je veux dire, c'est quasiment quotidien. Le tarif douanier, il est mis en avant comme l'outil, presque c'est un outil de communication là encore. On l'a vu quand les pays européens ont commencé à dire on va envoyer quand même des soldats au Groenland. Ouais. Tout de suite, l'Amérique a dit OK. Ton champagne de 100%. Alors, ton champagne de 100%, si tu viens pas dans le Conseil de paix, toi la France, donc, et puis tu vas voir, tu vas vite rabouler, tu vas vite revenir dans le... Voilà. Et puis, les pays européens que vous envoyez des soldats, eh ben, je vais vous mettre des tarifs douaniers. D'ailleurs, c'est presque exclusivement un outil de communication, puisqu'on sait que non seulement les droits de douane qu'il impose ont moins d'effet qu'escompté, mais en plus, souvent, en réalité, les menaces n'arrivent pas à application. On a vraiment l'exemple avec la Chine, où on imaginait les États-Unis voulant mettre la pression sur la Chine avec les tarifs douaniers. La réalité, c'est que les excédents commerciaux chinois en 2025 ont battu leur record. Voilà. Et que la Chine s'est retournée notamment vers d'autres marchés. Pour conclure, Alexis Karklins, comment les Européens et enfin, plus globalement le reste du monde d'ailleurs peut réagir? On avait hier soir un conseil exceptionnel au Conseil européen à Bruxelles où les 27 étaient réunis pour justement essayer de mettre en place une stratégie. Enfin, quels sont les grands points à mettre en place pour justement changer un petit peu la boîte à outils, le mode d'emploi de fonctionnement avec les Américains? On a quelques réponses à Davos. Lorsque Christine Lagarde se lève lors d'un dîner organisé par le secrétaire au commerce américain Howard Lutnick, qui s'en prend ouvertement à l'Europe et publiquement, qu'elle se lève, qu'elle quitte la pièce, c'est déjà un message fort qui est envoyé, parce qu'en plus Christine Lagarde n'est pas du genre à faire comme ça des effets de manche. On le disait, Merz, Carney donnent des éléments de réponse. Lucidité, les puissances moyennes doivent créer des blocs de puissance, doivent aussi améliorer, redynamiser leur économie. Se posera quand même la question du fonctionnement de l'Europe à un moment, parce qu'aujourd'hui, de toute évidence, on est dans une situation où l'Europe ne répond pas assez vite et assez fortement à toutes ces pressions qui existent, et le statu quo est probablement arrivé à son terme. Merci beaucoup pour ce décryptage avec nous ce matin, Alexis Karklins-Marchais, directeur général délégué Date Advisory.